Chers participants, bon après-midi à vous tous et bienvenue à l'atelier d'aujourd'hui sous le nom Introduction à la cybernétique. Le premier jour de notre atelier se tournera autour de l'introduction générale, les fondements conceptuels de la cybernétique, la cyberspace comme environnement moral, les données personnelles, vie privée et surveillance, et enfin la cyberéthique des réseaux sociaux. Tout cela avec Dr Sakina Boudia, membre du corps professoral de l'Université Mid-Ocean. Accordons maintenant la parole à Dr Sakina. Dr Sakina, la parole est à vous. Vous pouvez commencer votre séminaire. Merci infiniment, Malak. Bonsoir tout le monde. Soyez les bienvenus, chers étudiants, chers apprenants, ainsi que l'équipe technique. Soyez les bienvenus. Comme a déjà dit Malak, aujourd'hui, on a un séminaire qui porte sur la cyberéthique. Donc, c'est une introduction à la cyberéthique. Donc, qui dit cyberéthique dit quoi? Dit la régulation qui permet de lutter contre quoi? Contre les menaces informatiques. D'accord? Donc, quelles sont ces menaces informatiques-là? On a ce qu'on appelle les intrusions virales. D'accord? On a aussi l'accès plutôt non autorisé aux données ou bien aux réseaux informatiques ou bien aussi au système informatique. D'accord? Donc, tout ce qui est accès non autorisé, ce sont ce qu'on appelle des menaces informatiques. D'accord? Donc, l'éthique, c'est un tout autonome qui permet de lutter contre ces menaces-là. Donc, qui est le responsable de ces menaces? On appelle le responsable de ces menaces-là le hacker. Donc, est-ce que vous avez déjà entendu de ce qu'on appelle le hacking et le ethical hacking? Donc, le hacking, c'est quoi? C'est de pénétrer un réseau ou bien une base de données sans avoir l'autorisation d'accès. Donc, le hacker travaille pour son propre compte. Par contre, le ethical hacking, il lutte contre ces menaces-là, les menaces qui viennent, d'où qui vient du hacker, d'accord? Donc, on trouve le ethical hacking, ou bien le ethical hacker, il travaille sous le compte de qui? Des organisations qui font quoi? Qui font la sécurité informatique, d'accord? Donc, le plan d'aujourd'hui va porter sur les points suivants. Donc, premièrement, on a une introduction générale. Deuxièmement, on a le fondement conceptuel de la cyberéthique. Troisièmement, le cyberspace comme environnement moral. Quatrièmement, on a les données personnelles et la vie privée et la surveillance. Donc, la cyberéthique permet de protéger les données personnelles, surtout, d'accord? Cinquièmement, on a la cyberéthique des réseaux sociaux. Sixièmement, on a l'intelligence artificielle et les enjeux éthiques. Donc ça, c'est c'est le plan de travail des deux séances d'aujourd'hui et de demain, Inch'Allah. Mais aujourd'hui, on ne va voir que les 5 premiers éléments, d'accord? On a aussi, septièmement, la cybersécurité et la responsabilité éthique. On a la propriété intellectuelle et la culture numérique et le partage. On a l'inclusion, la justice numérique et fracture numérique. On a la citoyenneté numérique et la responsabilité professionnelle. On a les méthodes d'analyse et la résolution de dilemmes. Et on va clôturer par des études de cas développées. D'accord? Alors, on commence par l'introduction générale. Donc, quels sont les objectifs d'apprentissage du chapitre 1? Donc, chapitre 1, c'est l'introduction générale. Premièrement,
l'étudiant ou bien l'apprenant doit comprendre l'urgence et la pertinence d'une réflexion éthique appliquée au numérique. D'accord? Donc, pour prendre des décisions pour lutter contre les menaces informatiques. C'est ça l'urgence et la pertinence de la réflexion éthique. Et deuxièmement, on a la saisie des nuances conceptuelles entre morale, éthique, droit et déontologie, parce qu'il y a des différences entre ces termes-là. D'accord? On verra quelles sont les différences entre morale, éthique, droit et déontologie. Troisièmement, appréhender l'impact des technologies de l'information sur la condition humaine et sociale et définir les attentes et les objectifs globaux de ce support de cours. Donc, on commence par la cyberéthique. C'est quoi la cyberéthique et pourquoi la cyberéthique aujourd'hui? Comme vous connaissez et comme vous savez, la résolution numérique a engendré une transformation paradigmatique de nos sociétés, comparable à l'invention de l'imprimerie ou à la révolution industrielle. Donc, l'intégration massive des technologies de l'information et de la communication, ce qu'on appelle les TIC, ou bien les MTIC, dans le quotidien, ne se limite pas, ou bien ne se limite plus à la simple utilisation d'outils, mais elle façonne nos manières de penser, d'interagir, de travailler et de gouverner. Dès lors, la cyberéthique s'impose non pas comme une discipline annexe, mais comme une nécessité vitale. Aujourd'hui, l'opacité croissante des algorithmes, ou bien ce qu'on appelle la fameuse problématique de la boîte noire, la prolifération des données massives, ce qu'on appelle les big data, et l'automatisation des décisions soulèvent des enjeux sans précédent. Donc, la technique progresse souvent plus vite que notre capacité collective à en penser les conséquences morales. La cyberéthique offre ainsi le recul réflexif nécessaire pour éviter un déterminisme technologique aveugle où l'humain serait soumis à l'outil. D'accord? Donc, pourquoi la cyberéthique? C'est parce qu'il y a une évolution technologique massive. D'accord? Donc, il y a une évolution dans ce qu'on appelle l'élaboration des algorithmes, dans ce qu'on appelle le big data. Donc, big data veut dire des bases de données énormes, d'accord, qui dépassent les milliards d'enregistrements. Que ce soit des données sous forme d'une chaîne de caractères, ou bien d'images, ou bien de photos, ou bien de audio, etc. D'accord? Donc, on appelle ça la fameuse boîte noire. Donc, ça a mené à quoi? Ça a mené à ce qu'on appelle la cyberéthique, ou bien ce qu'on appelle les lois qui permettent de régir la cybersécurité. Donc, la cybersécurité permet de faire quoi? Permet de lutter contre les attaques et les menaces informatiques. Mais en luttant contre ces menaces, il faut respecter certaines règles, d'accord? On verra ces règles-là. Donc, on a les termes suivants. On a le moral, l'éthique, le droit et la déontologie. Donc, avant de plonger dans les dilemmes spécifiques au numérique, il est impératif de clarifier le vocabulaire normatif. Ces termes, bien que liés, recouvrent les réalités distinctes dans l'analyse critique. D'accord? Donc, pour lutter contre les attaques informatiques, il faut faire quoi? Il faut faire une analyse critique dans le cadre, bien sûr, de la cyberéthique. Qu'est-ce qui va bien? Qu'est-ce qui ne va pas bien?
et je vais faire mon analyse afin de résoudre le problème éthique, d'accord? Donc, on commence par la morale. La morale désigne un ensemble de règles, de valeurs, d'interdits hérités de la culture, de la religion ou des traditions, considérées comme absolues au sein d'un groupe donné. Le bien et le mal, d'accord? Je vais vous donner un exemple. Par exemple, ici, chez nous, on ne peut pas rentrer une maison sans avoir demandé la permission. Donc ça, c'est de la morale. On appelle ça la morale parce que ce sont des valeurs de la religion qu'on a appris, d'accord? On passe maintenant à l'éthique. Donc, une démarche de réflexion critique. C'est ça l'éthique. Contrairement à la morale qui impose, l'éthique questionne. D'accord? Donc, le moral dit, je ne dois pas rentrer parce que ce n'est pas ma maison. Mais l'éthique, elle questionne. Pourquoi je ne dois pas rentrer? D'accord? Et si je ne rentre pas, qu'est-ce qu'il va se passer? Donc, l'éthique questionne. Et si je rentre, donc qu'est-ce qu'il va se passer? Si oui, sinon, c'est un algorithme. Si oui, il va se passer telle ou telle chose. Et si non, il va se passer telle ou telle chose. D'accord? Donc, l'éthique questionne sous forme d'un algorithme. Elle cherche à déterminer la vie bonne ou l'action juste, en particulier face à des situations nouvelles ou à des règles morales habituelles sont insuffisantes ou contradictoires. Est-ce que vous avez compris? Donc, la morale, ce sont des valeurs qu'on a apprises depuis nos ancêtres, depuis la religion, depuis la culture, etc. Tandis que l'éthique, elle questionne pourquoi ça s'est fait. D'accord? On passe maintenant au droit. C'est quoi le droit? Le droit est constitué des lois, des règlements édictés par une autorité légitime. D'accord? Par exemple, le code, je ne sais pas moi, tel ou tel code, le code des marchés publics, par exemple, c'est une autorité légitime qui l'a délivré. Donc, les droits, ou bien le droit est coercitif et assorti de sanctions. D'accord? Donc, dans le droit, on trouve quoi? On trouve des sanctions. En arabe, on dit al-uqubat. Toutefois, ce qui est légal n'est pas toujours éthique et la technologie devance souvent la législation. Est-ce que vous voyez? Donc, ce qui est légal n'est pas toujours éthique. Mais ce qui est éthique, il est toujours légal. C'est ça la paradoxe. On a aussi la déontologie. Il s'agit des devoirs et des obligations spécifiques liées à l'exercice d'une profession. Par exemple, le serment d'Hippocrate pour les médecins ou les codes de conduite des ingénieurs informatiques. D'accord? Donc, c'est ça la différence entre morale, éthique, droit et déontologie. Donc, on reprend. Le moral, ou bien la morale, ce sont des valeurs qu'on a apprises depuis la religion, la culture, nos ancêtres, nos traditions, etc. D'accord? Mais ça ne permet pas de réfléchir ou bien de questionner. C'est bon, on a dit que c'est interdit, par exemple, de manger lors du mois de Ramadan, durant la journée, bien sûr, durant Carême, lorsqu'on fait Carême, c'est interdit sans de manger. Tout le monde connaît ça. D'accord? Parce que la religion dit ça. Mais on ne doit pas questionner pourquoi. Parce que c'est évident. Mais l'éthique, elle questionne. Par exemple, si je dois, par exemple, pirater un certain compte Facebook pour mon ami, par exemple, les autorités, ou bien qui font quoi? Qui font la cybersécurité,
vont questionner pourquoi j'ai piraté le compte. D'accord? L'éthique questionne pourquoi j'ai violé les données de mon camarade. Pourquoi j'ai pénétré cette base de données, etc. Donc, l'éthique questionne. Et l'éthique essaye de trouver des solutions. D'accord? Le droit, donc le droit, c'est quoi? C'est l'ensemble des règlements qui sont délivrés par les autorités légitimes telles que le code des marchés publics, par exemple. Et tout ce qui est légal n'est pas toujours éthique. On a déjà dit ça. Par contre, la déontologie, donc il s'agit de quoi? Des devoirs et des obligations spécifiques liées à l'exercice d'une profession, telle que par exemple le code de conduite. Maintenant, on verra la transformation numérique et les enjeux humains. La numérisation du mode a modifié notre rapport au temps et à l'espace. La disparition des frontières physiques s'accompagne d'une interpénétration croissante entre vie privée et vie publique. Les enjeux humains sont multiples. On a la modification de la structure de l'attention, l'impact sur la santé mentale à travers les réseaux sociaux, la redéfinition du travail par l'intelligence artificielle et les menaces sur les principes démocratiques via la désinformation. Donc, je n'ai pas besoin d'expliquer c'est quoi l'intelligence artificielle parce que tout le monde, normalement, connaît c'est quoi, surtout l'IA générative, d'accord? Donc, quels sont les objectifs pédagogiques de ce cours-là? Ce cours vise à doter les étudiants et les professionnels des cadres conceptuels et des outils d'analyse pour faire face aux dilemmes numériques contemporains. Donc, c'est quoi les dilemmes numériques contemporains? Ce sont les problématiques de nos jours, d'accord? Il ne s'agit pas de dicter des réponses toutes faites, mais de développer une boussole éthique permettant d'argumenter, de justifier et de concevoir les technologies respectueuses de la dignité humaine. Donc, je dois protéger la dignité humaine à travers quoi? À travers la cyberéthique. Par exemple, j'ai trouvé une telle ou telle publication sur Facebook et je vais commenter avec des mots, par exemple, qui n'ont pas non souhaités, d'accord? Donc, la cyberéthique, qu'est-ce qu'elle fait? Elle permet d'analyser ce geste-là et de trouver des solutions et de lutter contre cet harcèlement. Par exemple, si j'ai harcelé la personne qui a publié cette publication, d'accord? Donc, il faut connaître les lois et il faut connaître l'éthique de la cyberinformatique. Pourquoi? Parce que parfois, on fait des gestes qu'on ne sait pas les conséquences de ces gestes-là. Par exemple, commenter avec des mots méchants. Donc, ça peut avoir des préjudices. D'accord? Donc, on va apprendre une activité, la distinction des normes. Les normes en arabe, on dit al-ma'ayir. Donc, l'utilisation de logiciels de blocage publicitaire, ce qu'on appelle en anglais les ad blockers, paralyse le modèle économique de nombreux sites d'information gratuits. Donc, tout le monde, j'espère, connaît ce type de... c'est un logiciel, d'accord? C'est un logiciel qui permet de bloquer quoi? De bloquer les sites web non désirables. Donc, discuter de cette pratique sous 4 angles. Est-ce que c'est légal? Est-ce que, contraire à la morale
communes, par exemple le vol de contenu. Que dirait une approche éthique sur l'équilibre entre vie privée et financement de la presse? Et existe-t-il une règle déontologique pour les concepteurs de navigateurs web? Donc, qu'est-ce qu'on fait là? On est en train d'analyser la situation éthique de ce geste-là. Donc, quel est le geste? C'est de bloquer les publications à travers le logiciel AdBlocker. D'accord? Donc, point clé du chapitre 1. Chapitre 1, c'était introduction générale. Premièrement, la cyberéthique naît du décalage entre la puissance technique et la maturation des cadres normatifs. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a des cadres normatifs qui génèrent ou bien qui régissent la cyberéthique. La morale, l'éthique, le droit et la déontologie sont complémentaires, mais non pas interchangeables. D'accord? Donc, chacun complète l'autre. D'accord? C'est complémentaire. La transformation numérique affecte la vie privée, le travail, la santé mentale et la démocratie. Donc, tout ça affecte tous les secteurs. Le cours vise à développer une capacité de discernement et de justification des décisions. Deuxième chapitre, fondement conceptuel de la cyberéthique. Donc, quels sont les objectifs d'apprentissage de ce chapitre-là? Premièrement, maîtriser la définition exacte de la cyberéthique. Deuxièmement, connaître les racines historiques de la réflexion éthique sur les technologies. Troisièmement, identifier et appliquer les valeurs fondamentales universelles. Et quatrièmement, mobiliser les grands courants philosophiques pour structurer une argumentation éthique. D'accord? Donc, il y a des valeurs universelles qui régissent la cyberéthique. D'accord? Et il y a aussi des courants philosophiques qui ont permis d'apparaître cette science-là. On peut dire que c'est une science, la cyberéthique. Donc, on va définir la cyberéthique, ou bien ce qu'on appelle l'éthique de l'informatique. Donc, en arabe, on dit akhlaqiyat al-amn al-sibirani. La cyberéthique est la branche de l'éthique appliquée qui étudie les enjeux moraux, les responsabilités et les impacts sociaux liés à la conception, l'utilisation et la diffusion des technologies de l'information et des réseaux numériques. Elle ne se limite pas aux usages d'Internet par individu, mais elle englobe aussi également le design des algorithmes, la gouvernance des données et la cybersécurité et l'intelligence artificielle. C'est quoi la gouvernance de données? C'est ce qu'on appelle la transparence de données. En arabe, on dit al-shafafiyya. D'accord? Donc, est-ce que tout le monde peut accéder à cette information? C'est ça la gouvernance. Brève histoire de l'éthique appliquée aux technologies. Contrairement à une idée reçue, la cyberéthique n'est pas née avec les réseaux sociaux. Norbert Wiener, le père de la cybernétique, a publié dès 1950 The Human Use of Human Beings, mettant en garde contre les dangers de l'automatisation pour la dignité humaine. C'est quoi la dignité humaine? C'est karamat al-bashariya. Dans les années 1980, James Moore définit la computer ethics en signant que l'informatique créait un vide politique et conceptuel. Conceptuel vacuum que l'éthique doit combler et en attendant que de nouvelles lois soient élaborées, parce qu'il y a des lois qui sont élaborées à propos de la cyberéthique. On verra ces lois-là plus tard.
Il faut respecter ces lois, d'accord? Pour ne pas être hors la loi lors de l'utilisation des outils informatiques, surtout l'Internet, d'accord? Donc, quelles sont les valeurs fondamentales? On a la dignité, l'autonomie et la justice. Donc, on doit protéger ces valeurs fondamentales. Je dois protéger la dignité de l'humanité, je dois protéger l'autonomie des individus et je dois protéger la justice sociale. Donc, l'analyse cyberéthique s'appuie sur les valeurs cardinales héritées de la bioéthique et de la philosophie politique. On a la dignité. En arabe, on dit al-karama. L'être humain ne doit jamais être réduit à un simple profil de données ou à une cible marketing. D'accord? L'autonomie, c'est la capacité d'un individu à prendre des décisions libres et éclairées. L'autonomie en arabe, on dit hurriyat ittihad al-qarar. Menacée aujourd'hui par les dark patterns et la manipulation algorithmique. La justice et l'équité, c'est la répartition juste des bénéfices et des risques technologiques. Par exemple, la lutte contre la fracture numérique et les biais. La responsabilité, c'est la capacité à imputer les conséquences d'une action médiée par la machine à un acteur humain, par exemple concepteur, entreprise, utilisateur, etc. Tout ce qui est partie prenante ou bien ce qu'on appelle les tiers. On a la transparence, la bienfaisance et la non-malfaisance. Donc, qui dit transparence dit la gouvernance de l'information et la diffusion des informations, d'accord? Donc, quels sont les courants éthiques? On a la déontologisme et on a l'utilitarisme. Pour résoudre un dilemme technologique, la philosophie propose plusieurs grilles d'analyse. On verra quelle est la grille d'analyse qui permet de résoudre les dilemmes. Donc, on a les courants suivants. On a le courant déontologisme, l'utilitarisme, on a l'éthique des vertus, l'éthique du care et on a l'approche par les droits. Donc, on commence par la déontologie, ou bien ce qu'on appelle le courant déontologisme. Donc, selon Kant, c'est lui qui a découvert, c'est l'auteur de ce courant-là. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le principal, ou bien le principe central de ce courant-là c'est le respect inconditionnel des devoirs et des règles morales universelles, car l'humain, c'est une fin en soi. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, refuser catégoriquement la collecte de données privées à l'insu de l'usager, même si cela permettait de créer un service très utile. Donc, c'est ça le courant de la déontologie. On passe au courant d'utilitarisme. Donc, quel est son principe? C'est de maximiser le bien-être global. Une action est bonne si ses conséquences positives dépassent les négatives. Donc, on compare entre les conséquences positives et les conséquences négatives. Si le premier dépasse le deuxième, on dit qu'on est dans un état de bien-être. D'accord? Exemple, déployer une IA médicale, c'est-à-dire intelligence artificielle, qui sauve 10 000 vies par an, même si elle commet des erreurs, par exemple 50 erreurs mortelles inévitables. D'accord? Donc, l'utilitarisme favorise le bien-être de la partie la plus nombreuse. D'accord? On a l'éthique des vertus, selon Aristote, le philosophe connu. Quel est son principe? C'est l'excellence du caractère de l'agent.
mise en avant de la sagesse pratique, ce qu'on appelle la phronésis. Donc, exemple, former des ingénieurs intègres, courageux et soucieux de l'impact de leur code sur la société. On passe à l'éthique, ou bien le courant de l'éthique OKR, d'accord? Donc, son principe, c'est l'attention aux vulnérabilités, à l'interdépendance et à la qualité des relations concrètes. D'accord? C'est quoi care? C'est un mot anglais qui veut dire prendre en considération ou bien prendre soin des personnes vulnérables. D'accord? Je vais vous donner un exemple. Concevoir un service public numérique en tenant compte des personnes âgées, par exemple, des précaires ou peu autonomes face aux démarches en ligne. D'accord? Donc, prendre la situation des personnes âgées lors de la création de ce logiciel. D'accord? Par exemple, je ne dois pas mettre des étapes qui sont compliquées pour l'enregistrement dans certaines bases de données, etc. Et on a le courant approche par les droits. Son principe, c'est la protection prioritaire des droits fondamentaux. La vie privée, la liberté, l'expression, la non-discrimination et les recours effectifs. Exemple, refuser un système de surveillance disproportionné car il porte atteinte à des libertés fondamentales, même s'il promet un gain d'efficacité. D'accord? Donc, ce sont les courants les plus répandus de la cyberéthique. Alors, dans la pratique, une analyse cyberéthique solide mobilise souvent plusieurs de ces approches en parallèle. Un même dispositif peut apparaître utile du point de vue utilisatrice, problématique du point de vue des droits fondamentaux et insuffisant au regard du CARE s'il ignore les personnes les plus vulnérables. Cette pluralité ne constitue pas une faiblesse, elle permet au contraire d'éviter les raisonnements unidimensionnels. Donc, quels sont les points clés du chapitre 2? Premièrement, la cyberéthique prolonge l'éthique appliquée en adaptant aux environnements informatiques et connectés. D'accord? Donc, pour avoir une cyberéthique, il faut tout d'abord avoir une connexion Internet. D'accord? On ne peut pas parler de la cyberéthique sans avoir un réseau informatique. Parce que tout le monde connaît que les intrusions virales fonctionnent à travers quoi? À travers les réseaux informatiques. Donc, il faut avoir des PC connectés pour avoir ce qu'on appelle la cybersécurité. Deuxièmement, les problèmes numériques exigent d'articuler valeurs, règles, conséquences et responsabilités. Troisièmement, aucun cadre éthique n'épuise à lui seul la complexité d'un dilemme technologique. Et quatrièmement, la réflexion éthique commence lorsque la simple conformité technique ou juridique ne suffit plus. Donc, la réflexion éthique permet de trouver des solutions et de résoudre des problèmes éthiques lors de la cybersécurité, ou bien ce qu'on appelle l'informatique tout court. D'accord? Donc, les points clés, après avoir posé ces fondements conceptuels, il devient possible d'examiner le numérique, non plus seulement comme un ensemble d'outils, mais comme un véritable milieu d'action. Donc, le cyberspace transforme les conditions de la responsabilité, de la visibilité, des actes et de la relation à autrui. C'est ce déplacement que le chapitre suivant se propose d'analyser. Le cyberspace comme environnement moral. Donc, c'est un chapitre qui est très pertinent. Quels sont ses objectifs? C'est de comprendre pourquoi le cyberspace
constitue un environnement moral spécifique. Analyser les effets de la vitesse, de l'échelle et de la persistance des données sur la responsabilité. Étudier les liens entre identité numérique, réputation et jugement social. Identifier les asymétries de pouvoir qui structurent les espaces numériques. Donc, c'est quoi les asymétries du pouvoir? C'est, en arabe, on dit tanadhur as-sulta. D'accord? L'asymétrie du pouvoir, on va expliquer ça. Donc, on a la vitesse, l'échelle, l'automatisation, la traçabilité, l'anonymat relatif, la persistance des données. Donc, le cyberspace n'est pas un simple prolongement neutre du monde physique. Il possède des propriétés techniques qui reconfigurent profondément les conditions de l'action humaine. La vitesse d'exécution y est considérable. Une publication, une fuite de données ou une erreur de paramétrage peut produire des effets mondiaux en quelques secondes. Donc, à cette vitesse, s'ajoute l'échelle, un contenu potentiellement vu par quelques individus dans un cadre présentiel peut être consulté, copié, partagé et archivé par des millions de personnes lorsqu'il est numérisé. D'accord? Je vais vous donner un exemple. Par exemple, je vais partager une ancienne publication qui parle, par exemple, un cas d'incendie, par exemple. Donc, je vais la repartager. Donc, tout le monde il va croire que c'est une nouvelle publication. D'accord? Donc, ça va mener quoi? Ça va mener des problèmes à l'échelle peut-être internationale. D'accord? Concernant, par exemple, les guerres. Bien, je ne sais pas quel type de publication. Donc, ça, c'est un contenu potentiellement vu par les individus. Donc, c'est ça la vitesse de la publication d'un événement, par exemple, qui est très important. Donc, l'automatisation accentue encore le phénomène. De nombreuses décisions sont désormais prises, recommandées ou priorisées par des systèmes logiciels. Par exemple, le tri de candidature. Je vais vous donner un exemple. Tri de candidature, par exemple, des étudiants pour accéder ou bien pour poursuivre une certaine formation. La détection de fraude, par exemple, quel type de fraude, par exemple, ne pas déclarer les salaires des employés par une société. Ça, c'est une déclaration de fraude. Le classement de contenu, le ciblage publicitaire, d'accord? L'orientation d'usagers vers certaines options. Donc, la traçabilité complète ou partielle des actes numériques, quant à elle, brouille le rapport entre mémoire et oubli. Donc là où l'oralité laissait une place à l'effacement naturel, le numérique enregistre, copie et réplique. Enfin, l'anonymat n'est souvent que relatif. Derrière un pseudonyme, les croisements de données permettent fréquemment la réidentification des individus. Donc l'anonymat est très important lors de la création des profils. La vigilance. Dans le cyberspace, un acte banal, en apparence, peut devenir moralement grave en raison de son amplification. Donc, par exemple, publier une rumeur, ou bien partager une image humiliant un camarade, ou bien divulguer un document sensible, n'a pas le même impact dans une conversation privée et sur une plateforme mondiale interconnectée, telle que par exemple Facebook, Twitter, d'accord, Instagram, etc. Donc, identité numérique et réputation en ligne, toute présence numérique contribue à la formation d'une identité informationnelle. Celle-ci n'est pas seulement le reflet fidèle d'une personne, elle résulte aussi l'algorithme de classement de traces contemporains tels. Par exemple, l'algorithme de classement, par exemple, classer les étudiants selon leurs moyennes, ou bien classer les candidats
pour un poste de travail selon leurs moyens toujours, etc. Et les traces comportementales, par exemple, j'ai cliqué, j'ai mis j'aime pour une publication, c'est une trace comportementale. De contenu publié par autrui et d'interprétation parfois erronée. Une identité numérique peut ainsi être à la fois choisie, négociée, subie et exploitée. Les étudiants, les salariés, les enseignants, les journalistes ou les responsables publics voient désormais leur réputation partiellement façonnée par les moteurs de recherche, des archives en ligne et des plateformes de notation implicite ou bien explicite. Donc, la réputation en ligne possède une inertie particulière. Une erreur ancienne, une photographie sortie de son contexte ou une accusation non vérifiée peuvent ressurgir durablement. Cette permanence soulève des questions éthiques majeures. A-t-on droit à l'oubli? À quelles conditions une société peut-elle pardonner? Et comment éviter que les traces anciennes ne deviennent des déterminants indépassables de l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la reconnaissance sociale? On verra maintenant la distance morale et désinhibition en ligne. Donc, les environnements numériques réduisent souvent les signaux empathiques présents dans les interactions directes. L'absence de regard, de tonalité corporelle et de présence physique peut affaiblir le sentiment de responsabilité. C'est l'un des ressorts de la désinhibition en ligne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que certaines personnes écrivent à distance ce qu'elles n'oseraient jamais dire en face à face. D'accord? Ça fait partie de la psychologie des individus. D'accord? Cette désinhibition peut être bénigne, par exemple lorsqu'un individu ose demander de l'aide plus facilement, mais elle peut aussi devenir toxique lorsqu'elle se traduit par des insultes, du harcèlement, des menaces ou bien des campagnes de dénigrement. D'accord? Donc la distance morale concerne également les concepteurs de technologie. Un développeur ne peut jamais rencontrer des personnes affectées par ses choix techniques et un décideur peut interpréter des tableaux de bord sans voir les vies concrètes derrière les données. Plus la méditation technique est forte, plus il devient nécessaire d'organiser des mécanismes institutionnels qui réintroduisent la responsabilité, la redevabilité et l'écoute des personnes concernées. On verra maintenant la symétrie de pouvoir entre usagers, plateformes, États et entreprises. Donc, le cyberspace est traversé par d'importantes asymétries de pouvoir. Les usagers produisent des données, du temps d'attention et contenu, tandis que les grandes plateformes disposent des infrastructures, des algorithmes, des conditions générales d'utilisation et des capacités d'analyse. Les États interviennent, quant à eux, à travers la régulation. D'accord? Donc, qui dit régulation dit droit. À travers la surveillance et à travers la sécurité nationale et les services publics numériques. D'accord? Qui s'occupent de quoi? Qui s'occupent de la cybersécurité. Donc, les entreprises, enfin, orientent les usagers par le design, le modèle économique et l'intégration technique des services. Donc, ces asymétries impliquent que la responsabilité morale n'est pas répartie de manière identique. Exiger d'un simple utilisateur le même niveau d'expertise qu'une grande entreprise en matière de confidentialité serait injuste. La cyberéthique suppose donc
une responsabilité proportionnée au pouvoir réel de chaque acteur. Alors, on a un tableau qui récapitule ce qu'on a évoqué. Donc, on a les acteurs, le pouvoir principal et la responsabilité éthique associée. On commence par les usagers. Donc, qui sont ces usagers? Ce sont les utilisateurs des plateformes. D'accord? Donc, le pouvoir principal, c'est de publier. Donc, moi, comme utilisateur d'Internet, par exemple, je parle surtout des plateformes telles que Facebook, par exemple, ou bien Twitter, ou bien les réseaux sociaux. Donc, j'ai le droit de publier des publications, de partager des publications, de signaler des personnes, de consentir ou bien de refuser certains usages. Quelle est la responsabilité éthique associée? Donc, je dois respecter autrui, je dois vérifier les informations, donc je ne dois pas partager quelque chose avant de la vérifier. Je dois protéger les accès et les données. D'accord? Deuxième acteur, c'est les plateformes. Donc, le pouvoir principal, c'est d'organiser la visibilité, de capter l'attention et de modérer et de profiler. Donc, la responsabilité éthique associée, c'est de garantir la loyauté au design, la sécurité, la transparence et les recours effectifs. Troisième acteur, c'est l'État. Donc, l'État, quel est son pouvoir? C'est de légiférer, contrôler, surveiller, sanctionner et protéger. Donc, la responsabilité éthique associée, c'est de préserver les libertés publiques, proportionner les mesures et rendre des comptes. On a l'acteur entreprise, donc son pouvoir, c'est de concevoir des outils, exploiter des données et automatiser des décisions. La responsabilité éthique, c'est d'évaluer les impacts, prévenir les dommages et documenter les choix techniques. Donc, une activité pour mieux comprendre. Donc, analyser une situation de bad buzz touchant une personne ordinaire. C'est quoi le bad buzz? Par exemple, une rumeur pour avoir des j'aime. Je dois lancer une rumeur touchant une certaine personne pour avoir un grand nombre de j'aime. D'accord? Donc, identifier les mécanismes techniques qui amplifient l'incident, c'est-à-dire partage instantané, capture d'écran, commentaires en chaîne, suggestions algorithmiques, archivage. Et discuter ensuite de la part de responsabilité de l'auteur initial, des relais, de la plateforme et du public. Donc, les points clés du chapitre 3, le cyberspace modifie les conditions de visibilité, de mémoire et de responsabilité. L'identité numérique est coproduite par la personne et les autres et les systèmes techniques. La distance morale favorise l'insensibilité aux conséquences concrètes des acteurs ou bien des actes numériques. Et les responsabilités doivent être pensées à partir des asymétries réelles de pouvoir. L'analyse du cyberspace comme milieu moral conduit naturellement à l'intéresser ou à s'intéresser à sa matière première la plus stratégique. On a la donnée. Donc, les données, c'est la matière première de la cyberspace. On a la donnée, on a aussi l'information. Donc, les débats éthiques contemporains portent un grand parti sur les conditions de collecte, de circulation, de valorisation et de contrôle des informations personnelles. D'accord? Donc, le but primordial du hacker, c'est quoi? Donc, le hacker vise à faire quoi? Il vise à accéder à la donnée ou bien à l'information sans avoir une autorisation. D'accord? Donc,
Qu'est-ce que ça veut dire données personnelles, vie privée et surveillance? C'est le chapitre 4. Donc, définir rigoureusement les données personnelles et les données sensibles, comprendre les logiques de collecte, le profilage et la monétisation des traces numériques, maîtriser les principaux principes du RGDP, évaluer les tensions entre sécurité, innovation et liberté fondamentale. Donc, définition des données personnelles et sensibles. Une donnée personnelle est toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable, directement ou indirectement. Il peut s'agir du nom, de l'adresse, d'un numéro d'étudiant ou bien l'adresse IP. Est-ce que vous connaissez l'adresse IP? C'est quoi? C'est l'identifiant de l'ordinateur ou bien du PC. D'accord? Chaque ordinateur a une adresse IP bien précise, sa propre adresse IP. D'accord? Elle ne change plus. Ou bien d'une image, d'une voix, d'une géolocalisation, ou bien encore d'une combinaison d'indices qui permet de distinguer un individu parmi d'autres. Donc, les données dites sensibles concernent les dimensions particulièrement exposées. On a la santé, les opinions politiques, la croyance religieuse, l'orientation sexuelle, l'origine supposée, les données biométriques ou génétiques. Donc, la qualification d'une donnée dépend du contexte. Une information apparemment anodine peut devenir sensible dès lors qu'elle est combinée à d'autres ou qu'elle concerne une population vulnérable. Par exemple, je vais vous donner un exemple d'une population vulnérable, par exemple une fille. Par exemple, chez les musulmans, la fille ne peut pas divulguer ses photos, par exemple. Donc là, ça représente quoi? Une information très sensible pour cette personne vulnérable. Donc l'éthique des données exige de dépasser une vision purement formelle pour tenir compte des usagers, des risques et des rapports de pouvoir. Je vais vous donner un tableau qui récapitule ce qu'on a évoqué. Donc, on a le type de données, on a l'exemple et on a les enjeux éthiques. On commence par les données d'identification, telles que le nom, le prénom, l'identifiant, la photo et le numéro. Les enjeux éthiques, donc qu'est-ce qu'on a? On a l'usurpation d'identité, l'exposition involontaire et on a le traçage. Les données sensibles, donc on a la santé, la biométrie, les opinions, la religion et le syndicalisme. Les enjeux éthiques, on a la discrimination, la stigmatisation, l'atteinte à la dignité. Et on a ce qu'on appelle l'autonomie. D'accord? Donc, le type de données comportementales, on a le clic, par exemple, lorsqu'on parle de Facebook, clic, le temps d'écran, l'achat, etc. Et les enjeux éthiques, on a le commercial, la perte d'autonomie. Donc, on passe maintenant à la collecte, le stockage, le profilage et la monétisation. Donc, la plupart des services numériques reposent sur une économie de la donnée. La trace ou bien les traces laissées par les usagers sont collectées via les formulaires, les cookies, les capteurs de terminaux, les historiques d'usage, les dispositifs connectés ou bien les courtiers en données. Ces données sont ensuite stockées, corrélées, segmentées et transformées en profils prédictifs. Le passage de la donnée brute au profil constitue une étape cruciale. Il ne s'agit plus seulement d'enregistrer ce qu'une personne a fait, mais d'anticiper ce qu'elle est susceptible de faire. Donc, ça permet de prévoir l'avenir. Qu'est-ce qu'il va faire cette personne-là? D'accord? Donc,
Cette logique de profilage alimente la publicité ciblée, oui. Donc, les scores de risque, la personnalisation des contenus, la détection de comportements atypiques et parfois les formes de tri social. Donc, le problème éthique n'est pas seulement la collecte, c'est aussi l'inférence. Un système peut déduire des éléments intimes sans que la personne ne les ait explicitement fournis. D'accord? Donc, on a le consentement, l'information, la finalité et la minimisation. Donc, le consentement constitue un pilier majeur du cadre éthique et juridique. Mais sa validité réelle mérite une analyse critique. Consentir suppose comprendre, choisir librement et pouvoir refuser sans subir de préjudices disproportionnés. Or, sans les pratiques numériques ordinaires, les politiques de confidentialité sont longues, techniques, fragmentées et peu lues. Les interfaces peuvent orienter subtilement l'usager vers l'acceptation grâce à des couleurs, des cases précochées ou des parcours de refus plus complexes que les parcours d'acceptation. Les principes de finalité et de minimisation rappellent qu'il ne suffit pas d'obtenir un clic de consentement, il faut aussi limiter la collecte à ce qui est nécessaire pour un objectif déterminé, explicite et légitime. Donc, une organisation éthiquement responsable ne collecte pas au cas où, n'emplit pas les données sans horizon précis et ne réutilise pas librement les informations pour les nouvelles finalités incompatibles. Le capitalisme de surveillance. Donc, l'expression capitalisme de surveillance désigne un modèle économique fondé sur l'extraction systématique des expériences humaines converties en données. Donc, ces données servent à prédire, orienter, influencer les comportements, notamment dans les domaines de la consommation, du vote, de la mobilité et de l'attention. Donc, le cœur du problème éthique réside dans l'asymétrie informationnelle. Exemple, quelques acteurs savent énormément sur les individus, tandis que ceux-ci comprennent très imparfaitement les logiques qui les observent et les classent. Donc, on a le RGPD et les principes majeurs. Donc, c'est quoi le RGPD? Ce sont les règles qui régissent quoi? L'information, d'accord? Donc, ce n'est pas seulement un texte juridique européen, il exprime aussi une philosophie de la dignité et du contrôle informationnel. Parmi ces principes majeurs figurent la laïcité, la loyauté, la transparence, la limitation, la finalité, la minimisation, l'exactitude, la limitation de la conservation, l'intégrité, la confidentialité et la responsabilité du responsable de traitement. Donc, il reconnaît également des droits importants, droit d'accès, droit de rectification, droit d'effacement, droit d'opposition, de portabilité et, dans certains cas, droit de ne pas faire l'objet d'une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé. Donc, on a la tension entre sécurité, innovation et liberté. Les institutions invoquent souvent la sécurité, l'efficacité ou l'innovation pour justifier une collecte accrue de données. Certaines finalités sont légitimes. Prévention des fraudes, pardon, sécurisation des systèmes, amélioration de la qualité de service, recherche scientifique. Toutefois, toute finalité utile
n'autorise pas n'importe quel moyen. L'éthique exige d'examiner la proportionnalité des dispositifs, la qualité des garanties, la durée de conversation, les risques de détournement et l'existence de solutions moins intrusives. Donc, on a une étude de cas. Donc, par exemple, l'application mobile universitaire. Par exemple, une université déploie une application de campus demandant l'accès permanent à la localisation, au contact et au micro du téléphone, alors que les fonctions principales concernent l'emploi du temps et les annonces pédagogiques. Donc, le problème éthique ne tient pas seulement à l'illégalité possible de certains accès, mais au déséquilibre entre la finalité affichée et l'ampleur des permissions demandées. Deuxième étude de cas, assuré et objet connecté. Donc, un assureur propose une réduction tarifaire à condition d'accepter le suivi continu de l'activité physique et du sommeil par montre connectée. Donc, le consentement paraît libre, mais devient socialement ambigu. Pourquoi ambigu? Si les clients qui refusent paient davantage. Le dispositif peut encourager la prévention, mais aussi instaurer une norme implicite de performance corporelle et un tri actuariel pour ou bien plus serré. D'accord? Donc, quels sont les points clés du chapitre 4? On a la donnée personnelle doit être pensée à partir de son contexte d'usage et non de sa seule forme. Le profilage et l'inférence peuvent porter atteinte à l'autonomie autant que la collecte brute. Un consentement de façade ne remplace ni la loyauté du design, ni la minimisation. La protection des données articule droit, gouvernance, technique et culture éthique. Et la protection des données articule droit, gouvernance, c'est bon, on a déjà dit, cette phrase, elle se répète. Donc, les points clés pour les données, on peut dire que les données ne circulent jamais dans le vide. Elles alimentent des espaces de communication, de sociabilité, de visibilité, où s'élaborent aujourd'hui les opinions, les conflits, les réputations. Donc, les réseaux sociaux offrent à cet égard un terrain privilégié pour observer les tensions de la cyberéthique. D'accord? Donc, je crois qu'on doit s'arrêter là. On doit laisser la cyberéthique des réseaux sociaux pour demain, Inch'Allah. Donc, voilà. C'est bon. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Je suis à votre disposition. Est-ce que vous avez des questions à poser? Monsieur Mamadi, vous avez une question? Je vais vous autoriser le microphone. C'est bon. Normalement, la parole est à vous. Monsieur Mamadi. Oui, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Shukran. Tout d'abord, je tiens à remercier et saluer vraiment la présentation. Ça a été très utile, surtout pour nous, pour les personnes qui s'intéressent sur la sécurité informatique. Pour moi, j'ai une question. Ma question, c'est que c'est juste lorsque je découvre, par exemple, une vulnérabilité critique dans un système utilisé par exemple, des millions de personnes et que l'éditeur, après notification, refuse de corriger ou de minimiser le risque. Donc, ai-je le droit moral, voire le devoir éthique, bien de publier publiquement, même si cela expose temporairement aux utilisateurs à un danger réel? Donc, je peux soulever aussi des questions sous-jacentes sur cette question.
Je sais pas si je sais pas si c'est clair pour la question, mais je demande aussi, est-ce que si cela, c'est-à-dire, je soulève aussi des questions à partir de ça. Quel délai de grâce éthiquement, par exemple, justifiable avant des divulgations, par exemple, ou bien est-ce que le silence du chercheur, par exemple, un chercheur qui est genre, je peux dire, le chercheur qui est en jeu éthique, donc, est-ce que le silence du chercheur profite-t-il aux attaquants plutôt aux usagers? Est-ce que, par exemple, la pression publique est-elle un levier légitime contre l'inaction des éditeurs? Est-ce que la communauté, par exemple, doit-elle valider la décision de publier? Donc, voilà. Très bien, très très bien. C'est une question très pertinente, Monsieur Mamadi. Donc moi, je vais vous répondre à travers le cas de l'hacker Hamza Ben Delaj. Est-ce que vous avez déjà entendu l'histoire de Hamza Ben Delaj? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a piraté une base de données d'une banque américaine. Est-ce que vous avez déjà entendu? J'ai déjà vu un peu l'article, mais je n'ai pas encore fait la lecture. C'était qui? C'était Hamza. Oui, il s'appelle Hamza Ben Delaj. Donc, il est connu donc, à l'échelle internationale. Son histoire Oui. est célèbre. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a piraté une base de données d'une banque internationale. Donc, il a volé de l'argent depuis cette banque. Donc, les autorités américaines, ils ont pu découvrir qu'il a fait cette action-là, d'accord? Ça peut aller jusqu'à des années, lorsqu'ils font le suivi de ce qu'on appelle la cybercriminalité. Est-ce que vous connaissez la cybercriminalité? Donc, Oui, bien les sûr. autorités, oui, très bien. Donc, les autorités, ils ont fait leurs enquêtes et ils ont trouvé que cette personne-là a pénétré la base de données de la banque à travers quoi? À travers l'adresse IP de son ordinateur. D'accord? Il faut savoir que D'accord. l'ordinateur doit être relié sur Internet pour qu'il puisse accéder à son adresse IP. Donc, Exactement. Oui. très bien. Est-ce que l'avis ou bien l'opinion de la communauté a servir ou bien a servi dans la prise de décision euh, décision de ce qu'on appelle la prison de cette personne-là? Oui, bien sûr. Bien sûr que l'opinion a été impliquée dans la prise de décision, d'accord? Donc, votre question, c'était quoi? Est-ce que l'opinion de la communauté est impliquée dans la prise de décision, c'est ça? C'est ça votre question? J'ai pas entendu. Vous avez dit l'opinion de la communauté, c'est? Est-ce qu'il est impliqué dans la prise de décision? C'est ça votre question? Oui, c'est ça, c'est ça. C'est ça ma dernière question. Si c'est parmi les questions, c'est parmi les questions soulevées. C'est parmi Très les bien. questions soulevées. Très bien, très bien. Donc, l'éthique, c'est l'ensemble des règles qui permet de régir ce qu'on appelle la cybersécurité. Est-ce que l'acte ou bien est-ce que l'action que j'ai fait, est-ce qu'elle est acceptée par ce qu'on appelle le RGDP ou bien la législation qui protège l'information des individus, oui ou non? Donc, si elle fait partie de ces règles-là, donc, normalement, il sera pris en prison. D'accord? La personne qui est accusée par le vol des informations. C'est ça. OK. C'est-à-dire que, pour bien comprendre, c'est-à-dire que la communauté doit-elle valider la décision de publier? Moi, je parle de la vulnérabilité, par exemple.
Mais bien sûr, la vulnérabilité fait partie de la décision. Bien sûr que oui. Est-ce que c'est clair? Et c'est clair. Très, très bien. Super. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Ali Madi, vous avez d'autres questions? La parole est à vous. Donc, je pense que nous avons une question via le chat, via de Abdul Ali Ashourt. La première question, quelle est la différence entre cybersécurité et cyberéthique et cyberespace? D'accord. Donc, la cybersécurité, c'est quoi? C'est le geste de lutter contre les intrusions informatiques. C'est quoi les intrusions informatiques? Ce sont les intrusions virales. Ils ont fait par qui? Ou bien élaborés par qui? Par les hackers. Donc, les hackers essayent de pirater les informations, essayent de, par exemple, accéder aux bases de données, accéder aux réseaux informatiques, accéder au système informatique sans avoir une autorisation. D'accord? Tandis que la cyberéthique, c'est quoi? Ce sont les règles qui permettent de lutter contre ces actions-là, d'accord? Ou bien ce sont les règles qui régissent la protection des données personnelles, d'accord? Donc, et la cyberspace, c'est ce qu'on appelle le numérique. Donc, le numérique ou bien le cyberspace englobe tout. C'est tout ce qui est numérique, les réseaux sociaux, les systèmes informatiques, ce qu'on appelle les bases de données, etc. Donc, c'est ça la différence entre cybersécurité, cyberéthique et cyberspace. Est-ce que c'est clair? Super. Donc, nous avons une deuxième question d'Abdullah Ali Ashourti. Quels sont les dangers pour les applications qui demandent autorisation du microphone, caméra, etc.? Donc, concernant les dangers, donc on peut pirater une adresse IP à travers ces logiciels-là, ou bien ces applications-là, qui demandent l'autorisation du microphone, caméra, etc. Donc, il faut avoir un système de cybersécurité qui lutte contre ces intrusions-là, d'accord? Donc, on peut avoir du piratage à travers ces logiciels. Il faut faire attention. Super. Donc, je pense que nous avons Ali Madi. Ali Madi, la parole est à vous. Vous avez accès au micro. Quelle est votre question? Ah, merci. Merci de me donner aussi la chance de poser encore une petite question. Je sais que c'est une question un peu banale, mais j'ai vraiment besoin d'attendre la réponse aussi. Bon, je donne l'exemple, une question, par exemple, si un adolescent de 16 ans qui exploite une faille pour prouver une vulnérabilité sans voler des données, est-il un criminel ou bien un chercheur en herbe? Où commence le crime? Très bien, il y a des limites de la criminalité, d'accord? Puisqu'il a pénétré une base de données sans avoir l'accès, donc on peut dire que c'est un crime, d'accord? Parce qu'il n'a pas, il n'a pas l'autorisation d'accéder à cette base de données. Même s'il n'a pas volé, mais il a consulté les données. D'accord? Oui, mais comment il va être jugé après, comme c'est un adolescent avec
il y a certaines règles pour, c'est-à-dire pour punir les adolescents qui se diffèrent des règles des majeurs, d'accord? Donc, ça peut aller à 10 ans de prison et il y a aussi ce qu'on appelle les frais de, en arabe on dit تعويض عن الضرر, مصاريف التعويض عن الضرر. D'accord? Ah, ok. D'accord. Super. Donc, pour ceux qui ont d'autres questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Ali m'a dit, vous avez d'autres questions? Oui, encore une autre question qui se relie toujours. Vous Veuillez les m'entendez? poser, s'il vous plaît. Ah, ok, merci. Bon, en tant que chercheur, nous formons par exemple le prochaine génération de professionnels de la sécurité. Avons-nous une responsabilité éthique de leurs enseignants techniques offensifs, par exemple? Si, par exemple, Pentest exploité ou bien l'ingénierie inverse, sachant que même compétences peuvent être retournées contre la société par ce que nous formons, par exemple. D'accord. Vous parlez de ce qu'on appelle de reverse engineering. D'accord. Oui, On a, exactement. très bien. On a deux choses. On a de reverse engineering et on a aussi de social engineering. Donc, quelle est la différence entre ces deux termes-là? De social engineering, je vais vous donner un exemple. Par exemple, je veux avoir les données d'une personne qui a un compte bancaire. Par exemple, je veux avoir le numéro de la carte de crédit plus le mot de passe. Donc, je vais me comporter comme si je suis un employé de la banque. Je vais chez la maison, par exemple, de ce client-là et je vais lui dire bonjour, je suis employé de la banque, j'ai besoin de vos données parce qu'on a un petit problème. Donc, il se comporte comme si il travaille Bien, au niveau de la banque, oui. c'est-à-dire Donc, que il va, pour former oui, un phishing, ou bien, le phishing, très bien. Le phishing, ce qu'on appelle le phishing. Lorsqu'il va avoir les données, donc qu'est-ce qu'il va? Il va pirater le compte de ce client-là à travers ce qu'on appelle le phishing. Par contre, le reverse engineering, c'est quoi, selon vous? Quelle est la différence? Monsieur Mamadi. En arabe, on dit الهندسة العكسية. ما هو الفرق بين الهندسة الاجتماعية والهندسة العكسية؟ Cher étudiant, veuillez s'il vous plaît répondre à la question de Dr Soukaina. La parole ah, est à ok, vous. ok, merci, ok. Pour l'ingénierie inverse, c'est le processus qui consiste à analyser un produit, par exemple, ou bien un logiciel ou un système existant pour comprendre son fonctionnement interne, bien découvrir comment il a été conçu. Très Donc, bien, ça dit, très très bien. oui, c'est ça, oui. Très très bien. C'est ça de reverse engineering, c'est-à-dire savoir le feedback des résultats de ce logiciel-là. Qu'est-ce qu'il va aboutir? Il va aboutir à quoi? D'accord? Et quelles sont les phases ou bien de l'élaboration de ce logiciel-là? Donc, on commence par la fin jusqu'au début de l'élaboration de ce logiciel-là. On va décortiquer le logiciel. C'est ça. Que ce soit les logiciels ou bien de l'IA générative ou bien n'importe quel progiciel, d'accord? Parce qu'on a les D'accord. logiciels, les progiciels. Est-ce que vous connaissez c'est quoi le progiciel? Oui. D'accord? C'est un ensemble de logiciels qui coopèrent entre eux.
C'est ça le progiciel. Donc, voilà. Vous voulez savoir, c'est quoi l'éthique pour le reverse engineering? Oui, c'est très important aussi. Très, très bien. Donc, l'éthique, on a déjà donné la définition de l'éthique. On ne doit pas dépasser les limites tracées par qui? Tracées par ce qu'on appelle de cyber ethic. C'est-à-dire, si on ne va pas respecter ces règles-là, ça veut dire qu'on a commis une erreur éthique. D'accord? Donc, lors de l'élaboration de ce logiciel, on doit respecter les règles d'éthique. D'accord, merci. Je vous en prie. Super, donc pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Donc nous avons des questions via le chat. Amdoullah Liachourti, donc cela signifie que je dois faire attention pour l'autorisation du micro, caméra, etc. Le loi de la cyberespace est toujours la même dans le monde ou ça varie selon le pays? Ah ben oui, voilà, c'est une question pertinente. Donc, ça peut varier selon le pays, d'accord? Parce qu'il y a des pays qui font une sécurité informatique intensive, d'accord? Et il y a des pays qui ne donnent pas une grande importance pour la sécurité informatique. Donc, ça varie selon le pays. Super, donc nous avons une question de Issa Ben Saïd Sharafaïn. Est une bonne chose que l'opinion publique influence les décisions juridiques des cyberattaques? Mais bien sûr, c'est une bonne chance. Chose. Désolée. Pourquoi une bonne chose? Parce que les opinions de la communauté peuvent influencer sur la prise de décision des autorités, d'accord? Par exemple, si je ne sais pas moi, une personne vulnérable a commis une erreur. Par exemple, un vieillard a commis une erreur lors, par exemple, de la publication d'une certaine publication sensible. Donc, la communauté, elle peut intervenir pour ne pas sanctionner cette personne-là parce qu'il est âgé, parce qu'il n'est pas conscient peut-être, etc. Super, donc nous allons revenir à Ali Madi. Ali Madi, la parole est à vous. Vous avez accès au micro. Quelle est votre question? Ali Madi, veuillez allumer votre micro, s'il vous plaît. Vous avez accès au micro. Je suis désolé pour. J'ai pas pu. J'ai pas une question pour l'instant. C'était clair. La réponse de mes questions, c'était clair. Merci beaucoup. Merci infiniment. D'accord, cher étudiant, pas de souci. Pour ceux qui ont d'autres questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit les écrire sur le chat pour que Dr Sakina puisse vous répondre. Ok, il n'y a pas de questions, tout le monde? Tout est clair? Vous êtes tous sûrs? Dr Sakina est à votre disposition. N'hésitez pas.
pouvez poser toutes sortes de questions, soit en levant la main, soit en l'écrivant sur le chat. Bien sûr, ce qui concerne l'atelier d'aujourd'hui, du premier jour. Euh, je pense qu'il n'y a pas de questions et que tout est clair. Ah, voilà. Abdullah Chourti, est-ce qu'il y a des dangers pour envoyer nos photos dans une intelligence artificielle ou pas? Tout dépend des photos envoyées, par exemple. Je ne sais pas moi. Parce que l'intelligence artificielle, ça permet aussi de truquer les images, comme vous savez. Donc, faut faire attention. Super. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Je vous en prie. Je pense que nous n'avons plus de questions et que tout est clair à la fin du séminaire d'aujourd'hui, docteur. Voulez-vous ajouter quelque chose? Je tiens à vous remercier encore une fois pour la présence et pour la participation. Et on se reverra demain, Inch'Allah, pour continuer la partie très importante de ce séminaire ou bien de cet atelier. Donc, merci infiniment. On se reverra demain, Inch'Allah. Bonne fin de journée. Merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts. Merci aux participants pour avoir participé au séminaire d'aujourd'hui. Attention tout le monde, nous avons un certificat. Nous n'avons pas encore un certificat de participation. Nous avons un autre jour à le suivre demain. Soyez à temps à 16 heures selon l'heure locale de l'Arabie Saoudite. Vous pouvez également suivre les dernières actualités concernant les séminaires, formations, ateliers, concours et l'inscription au programme d'études de l'université via le compte officiel de l'université sur Facebook, le groupe WhatsApp des activités étudiants ou encore le site web. Merci à vous tous. Nous verrons dans nos prochaines activités ou encore dans la formation du mind mapping qui aura lieu la semaine prochaine, vendredi et samedi 19 et 20 juin. D'accord. Et également la formation d'apprentissage de la langue arabe et son histoire. Merci à vous tous. Nous souhaitons une excellente fin de journée et nous nous verrons demain, Inch'Allah. À demain. Inch'Allah, à demain. Donc, pour